Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur la télévision républicaine. Les titres de ce 20h. Présidentielle 2025, les financements des candidats sous la loupe. Alors que la course à la présidentielle s'intensifie, les appels aux dons se multiplient du côté des candidats. Mais ce mode de financement est-il encadré par la loi? Vous aurez l'éclairage d'une juriste dans ce 20h. Ensuite, une campagne nationale pour freiner les discours haineux est en marche. Elle a été lancée ce jour à Yaoundé par le ministre des Postes et Télécommunications. Elle va se tenir jusqu'au 25 juin 2025. Et puis en sport, réunis en conférence de presse ce jour à Yaoundé, les organisateurs des playoffs 2025 de la MTN Elite Tour ont levé le voile sur les grandes lignes de cette phase entre innovation, marketing, choix stratégique des stades et ajustement organisationnel. Les contours de la compétition prennent forme. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout. Ce tweet du président de la République. La démocratisation ne doit pas engendrer la haine, la démagogie, les déchirements qui corrompent et perturbent le climat social. La démocratie, c'est l'esprit critique et non la critique pour la critique. Signé son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. À la suite de ce journal, prenons cette note d'information. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté est à Figuil dans la région du Nord. Le représentant personnel du chef de l'État y est pour inaugurer la cimenterie de Figuil. À son arrivée à l'aéroport de Garoua, le Premier ministre a été accueilli par une marée humaine comprenant les forces de maintien de l'ordre, les militants du RDPC, les autorités traditionnelles, élites et forces vives de la région. L'inauguration de la cimenterie de Figuil aura lieu demain jeudi. À l'approche de la présidentielle, plusieurs candidats sollicitent des contributions financières de la part de leurs partisans. Un mode de financement qui soulève des questions sur sa légalité. Fabrice Ambama et Clara de Maraps ont interrogé une juriste pour clarifier cette situation. Les détails dans ce reportage. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche à grands pas, les appels à contributions se multiplient. Partis politiques, candidats indépendants et figures émergentes de la scène politique sollicitent désormais directement les citoyens, les associations et parfois même les entreprises pour soutenir financièrement leur campagne. Une pratique légale mais étroitement encadrée. Les personnes sont libres de participer, de donner un coup de main à un candidat pour l'élection présidentielle, pourvu que le candidat en question utilise les fonds pour la campagne électorale et non à des fins personnelles. Ça veut dire que on a fait un appel à la mobilisation des fonds pour un but précis qui a été détourné. Vous voyez que ce n'est plus ça. C'est une infraction. C'est une escroquerie. Ce serait même un dol, pas général, mais spécial, en droit pénal. Mais lorsqu'un candidat franchit la ligne rouge, la loi s'applique. À supposer que vous décidez d'appuyer un candidat A et à la fin, vous vous rendez compte que le candidat A ne s'est plus présenté, n'a plus battu campagne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où sont partis les fonds? Ils sont passibles de poursuites judiciaires. Ce serait de l'escroquerie. Une campagne électorale coûte cher. La mobilisation des financements reste donc un défi majeur pour les candidats. Poursuivons ce journal avec le ministère des Postes et Télécommunications qui renforce la lutte contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Le ministre Libom Lili Keng initie une campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Le thème de cette campagne lancée ce jour à Yaoundé.
Tous engagés pour une citoyenneté numérique patriotique. Les détails avec Madoché Kuaté et Muriel Ondieu. En vue d'endiguer la propagation des discours de haine sur la toile, le ministère des Postes et Télécommunications lance ce 11 juin 2025 à Yaoundé le festival de la citoyenneté numérique au Cameroun. Les réseaux sociaux ne font que multiplier ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors qui sommes-nous? Nous devons aller voir être des citoyens. Et quand on est citoyen, on est poli, on a une attitude. Il faudrait qu'elle soit la même dans le monde réel comme dans le monde virtuel. Donc, à travers ce festival, nous voulons aller un peu plus loin pour que, quand vous transmettez les discours de haine, que vous sachiez les conséquences. Incitation à la violence, cyberharcèlement à caractère ethnique, propos injurieux, entre autres. Le phénomène prend de l'ampleur sur le digital. Les vulnérabilités auxquelles ils s'exposent, les addictions qui peuvent aggraver leur propre vie. Donc il est très important effectivement d'être attentif. C'est une expérience de pédagogie citoyenne, de pédagogie institutionnelle. Et c'est important. Il urge donc pour la protection des citoyens et contrecarrer toute récupération politique malsaine de poser des jalons patriotiques solides. Là, nous avons ciblé 50 000 pères éducateurs. Il faudrait que les jeunes s'approprient ce phénomène, comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit, à quoi est-ce qu'ils s'exposent. Il y en a qui le font bêtement, qui suivent parce que certains influenceurs les orientent à cela. Et vous voyez, nous constatons, plus on fait cela, il y a ce repli identitaire et on subit des choses et nous sommes agressifs, nous réagissons. Et la société camerounaise qui a besoin de cette paix, comme le chef de l'État le demande, le vivre ensemble, a des difficultés à s'en sortir. C'est pour ça que nous accélérons cette campagne de sensibilisation. C'est donc une sensibilisation pour une utilisation plus responsable des outils de communication, notamment le digital. Afin que nul n'en ignore, le code pénal en vigueur au Cameroun, en son article 241 sur l'outrage à la tribu ou à l'ethnie, alinéa 1, dit est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Le dit festival s'étendra sur toute l'étendue du territoire national du 11 juin au 25 juillet 2025 sous le thème « Tous engagés pour une citoyenneté numérique patriotique ». Qui dit lutte contre les discours de haine dit utilisation responsable des réseaux sociaux. Et cela peut passer par l'identification des fake news. Alors, comment s'y prendre? Des spécialistes de fact-checking nous l'expliquent en détail dans son reportage d'Élisée Yonda et Christelle Djembisi. La pluralité des médias actuels et la liberté que celle-ci offre donnent libre cours à la circulation rapide de l'information. On retrouve ainsi de bonnes, mais aussi de fausses informations dites fake news, dont l'objectif principal est de manipuler. Les déceler est davantage difficile sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les différents programmes sur les médias traditionnels. La première attitude que nous conseillons pour déceler le vrai du faux, comme on le dit souvent, le faux dans l'info, c'est justement d'avoir une attitude de méfiance. C'est faire attention à tout ce qui circule en ligne, surtout actuellement avec le contexte préélectoral, douter presque de tout et éviter surtout de partager des informations, même si ces informations sont publiées par des personnes qu'on connaît, parce que parfois ces personnes peuvent avoir des positions ambiguës en fonction de leur position, de leur posture sociale et même politique. Lorsqu'il s'agit d'un texte, on peut parcourir un peu le texte il y a des éléments qui vont nous permettre de douter déjà de l'information. Par exemple, le style de langue, si c'est un texte qui crée beaucoup de fautes, ça peut être que c'est une image qui détourne son contexte. C'est une image réelle qui a existé ou une vidéo réelle qui a existé, mais on le rapporte dans un contexte qui n'est pas le sien. Et ça
Pour les professionnels de fact-checking, cette discipline qui contribue à déceler les fausses nouvelles audio, vidéo ou tests, il convient d'adopter des techniques et pratiques simples pour mettre hors d'état de nuire les fake news. Être capable de pouvoir de pouvoir douter de cette information et aussi pourquoi pas utiliser des outils basiques de vérification des images, comme par exemple Google Image Reverse. Nous tous utilisons Google au quotidien, mais généralement c'est beaucoup plus pour les requêtes de recherche sur la plateforme. On peut également l'onglet de l'image là qui est sur Google, on peut aussi vérifier une image à travers, en téléchargeant l'image à ce niveau, on peut avoir des éléments pour savoir si une image là est vraie ou pas. Donc, ce que nous disons généralement, c'est de se méfier des titres qui sont souvent à forte intensité émotionnelle. Ça veut dire quand un titre suscite une grosse émotion, que ce soit une émotion de peur, de joie, d'inquiétude, il faut se méfier. Parfois, allez lire l'article, s'il s'agit d'une presse écrite, allez lire l'article au complet, allez voir la vidéo jusqu'à la fin ou toujours vérifier, s'assurer que ce titre correspond à la réalité qui a été écrit dans l'article. Avec l'IA, par exemple, ça facilite le processus de vérification. ChatGPT, même en version gratuite, peut nous aider à vérifier l'information, mais également des sites spécialisés dans la vérification des faits, notamment DataCheck. Autant qu'il s'agisse des professionnels de l'information et de la communication ou des individus lambda, la lutte contre les fausses nouvelles est une invite à la responsabilité derrière chaque clavier. À présent, parlons de l'application Aigle, outil de gestion des effectifs et de la solde, dévoilé hier à Douala par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Cette présentation s'est faite dans le cadre du bilan régional de la caravane de revue des politiques publiques menées dans les 10 régions. Sylvain Songo et Marthe Matip. L'Aigle survole l'administration publique camerounaise depuis le 1er janvier 2025. Ce nouveau système d'informatique, implémenté par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, combine au sein d'une même application les aspects liés à la carrière et à la solde. Une solution intégrée de gestion des ressources humaines propre à l'État du Cameroun, dont le chef du département ministériel en suscité, Joseph Anderson Lé, a présenté aux administrations et professionnels des médias de la ville de Douala en vue d'informer les usagers sur l'indice de qualité dont se revêt l'administration dans le traitement des dossiers et la gestion sans tracas des procédures. Aigle intègre pour la première fois la carrière et la solde des agents publics dans un système unifié, numérique et sécurisé. Elle est réalisée dans le strict respect des normes en vigueur en matière de gestion des ressources humaines de l'État et comporte précisément 14 modules, dont 12 sont déjà opérationnels depuis le 1er janvier 2025. Pour une administration publique de 292 456 agents publics, 108 personnels des représentations diplomatiques, sans compter le personnel relevant des statuts spéciaux tels que les forces de défense et de sécurité, il va sans dire que l'administration publique camerounaise a un fort besoin d'oxygénation. Et Aigle, depuis son implémentation, a permis la détection de 3000 employés fictifs et 6510 agents publics en droit de reclassement. Du pain béni pour le gouvernement résolument tourné vers la dématérialisation de son administration. Ce système permet notamment la fusion des données de carrière et de solde dans un référentiel unique garantissant une maîtrise des effectifs et de la masse salariale, ainsi qu'une rationalisation de la dépense publique. Ce procédé New Look, qui va donc permettre d'augmenter la transparence et l'efficience de la gestion gouvernementale, moderniser l'administration publique, suivre les trajectoires professionnelles des agents publics et améliorer la gestion des retraites et pensions, va connaître successivement son implémentation dans les autres administrations publiques après le MINFOPRA, le MINFI et le CONSUPE, premier terrain de son expérimentation. Les 10 modules seront implémentés à titre expérimental dans 3 administrations pilotes, notamment le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère des Finances et le contrôle supérieur de l'État.
Il va y être succinctement ajusté la biométrie pour surveiller les absentéismes, ainsi qu'un indice d'évaluation des performances pour garantir une pleine activité des agents publics où qu'ils soient affectés. Restons dans la ville de Douala qui a lancé ce mardi la 3e édition des journées de l'urbanisme et de la construction à la maison du parti de Bonanjo. L'événement présidé par le maire de la ville, Roger Mbassandine, a réuni plusieurs acteurs autour d'un enjeu majeur, bâtir une identité environnementale sereine et inspirante pour la capitale économique du Cameroun. Les détails avec Sylvain Songo et Marthe Mati. Un ensemble composite d'acteurs réunis pour poser les jalons novateurs d'une ville de Douala futuriste. L'occasion est donnée par le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine, à ses administrés à travers ces 4 jours d'échange, de trouver ensemble des solutions efficaces, durables et matérialisables aux problèmes d'aménagement de la ville, de la cité économique. Ce n'est pas la ville du maire, c'est ma ville, c'est la vôtre. C'est celle de tous les habitants de Douala. Et le plan d'œuvre qu'a fait ce cénacle circonstanciel est une réponse qui traduit l'engouement des acteurs logés dans l'administration, le bâtiment, la culture et autres arts d'apporter chacun une part contributive à l'éclosion d'une cité qui plaît par sa bonne grâce. Premier défi à relever, adapter le plan d'occupation des sols à l'évolution de la densité de la population. La première des innovations que nous allons faire, c'est revoir le plan d'occupation des sols. La ville a évolué. Le plan d'occupation de sol qui a été arrêté il y a 10 ou 15 ans arrive à expiration en cette année. Donc il faut l'adapter. Il y a des zones qui à l'époque n'étaient pas constructibles, qui sont devenues à force de remblais. Outre cet aspect, mettre en symphonie parfaite de musique une architecture qui participe à nourrir les regards et instiguer la sérénité dans les esprits. Il faut aussi construire une ville en harmonie. Les villes dans lesquelles l'architecture n'est pas harmonieuse sont les villes qui génèrent l'agressivité, qui détruisent le vivre ensemble. Nous devons œuvrer à ça. Et s'il y est ajouté une touche de culture, ce différentiel va porter une couche de peinture appuyée à l'identité dont est caressée l'ambition de lui vouer à cette ville de Douala. Nous devons également inviter nos architectes à mettre en valeur notre culture. Dieu seul sait si le Cameroun est riche en culture. Je crois que nous devons essayer de mettre cela en valeur pour que la ville ait un visage qui lui soit propre. Et Douala, je crois que nous sommes en train d'aller dans cette direction, mais avec le concours de tous, et c'est ça le sens de ces journées, faire en sorte que tous ensemble nous puissions avancer. Douala, dit la belle, peut l'être encore plus. Et ces journées de l'urbanisme et de la construction qui s'achèvent le 13 juin prochain lui augurent un meilleur être. Un peu plus loin, dans la région du Sud, dans sa lutte contre le désenclavement, la commune de Bipindi vient de se doter d'une pelle chargeuse neuve. L'engin réceptionné hier par le maire Elias Bilong va permettre d'améliorer l'état du réseau routier. Les détails de notre correspondant Patrick Zoué. Voilà le nouvel engin que vient d'acquérir la commune de Bipindi. Après la benne de 30 tonnes reçue l'année dernière, c'est le tour de la pelle chargeuse flambant neuve. Cet engin permettra de lutter contre le désenclavement du réseau routier et de faire entrer quelques revenus dans les caisses de la commune. Très grande fierté, parce que on ne s'attendait pas que la benne soit là aujourd'hui. Le camion, le tracteur soit là aujourd'hui. Mais nous sommes très contents parce que le maire, avec l'aide de la communauté et de ce que nous appelons le conseil municipal, l'élite, tel que le DG et le ministre, ont œuvré en soutenant le maire pour que nous ayons cet argent. Il va participer au développement du pays, de tout l'arrondissement des pays. Non seulement personnellement pour les individus, mais pour tous les villages, en œuvrant pour mettre un haut bourbier qui entrave le développement du village. Et tout ce qui peut gêner pour l'enclavement. La benne, le camion, le tracteur,
viendra donc désenclaver tout l'arrondissement à tous les niveaux, à partir d'Asso jusqu'à Bidjoka. La cérémonie de réception a eu lieu hier à Bipindi sous le regard de l'autorité administrative. Le sous-préfet Ndjalame Djofrango Roger n'a pas manqué de saluer les efforts du maire qui est résolument tourné vers le développement. D'autres chantiers sont annoncés dans quelques mois seulement, en l'occurrence la réhabilitation du réseau électrique. C'est la palissade, à chaque fois qu'on dit merci, ça veut dire qu'on demande encore, vous avez suivi les populations aujourd'hui en liesse. Je n'ai pas voulu m'avancer dans des prouesses, mais je pense que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons déjà acquis une benne 30 tonnes, nous avons aujourd'hui une pelle chargeuse haut de gamme et tout le monde sait que pour avoir une batterie complète de matériel roulant en matière d'infrastructure routière, il faudra une nébuleuse et il faudra naturellement un compacteur. Je pense que si Dieu le permet, nous arriverons à nous équiper totalement dans les années à venir. Plus que les populations de l'arrondissement de Bipindi pour dire merci au maire qui vient résoudre ce problème de désenclavement. Ce qui était là il y a un an quand nous recevions le camion, j'avais bien annoncé que l'objectif était d'acquérir dans les prochaines années une pelle chargeuse. Effectivement, c'est aujourd'hui chose faite. Ça voudrait dire que nous sommes résolument engagés au niveau de la commune de Bipindi à combattre le mauvais état de route, à combattre les bourbiers, à combattre tout ce qui gêne la bonne mobilité des populations. Je voudrais dire ici que tout le monde le sait, nous souffrons encore aujourd'hui du mauvais tronçon de route d'Ingambo Grand Zambie, pour lequel personne ne sait pourquoi et jusqu'à aujourd'hui les travaux n'ont pas commencé, malgré toutes les promesses faites, malgré toutes les annonces faites dans les médias privés et du gouvernement. La vérité, c'est qu'il n'y a toujours rien sur le terrain. Et nous avons pensé que nous allions nous occuper de nos axes, de nos pénétrants, pour que tout au moins nos populations puissent sortir des villages pour rallier facilement le centre urbain. C'est aujourd'hui chose faite. Je pense qu'avec les engins que nous avons, que nous disposons, nous attendons plus forcément les financements du MITP pour pouvoir travailler sur notre réseau routier. L'arrondissement de Bipindi connaît depuis quelque temps le problème de dégradation de la route. Avec l'arrivée des grandes pluies, les populations sont pratiquement coupées de la grande métropole, c'est-à-dire la ville de Crébi, lieu qui leur permet d'évacuer leurs produits de forêt pour le commerce. Cet engin est donc la bienvenue au moment où le projet de construction du réseau routier, du tronçon routier Grand Zambie-Bingambo piétine encore dans les tiroirs du ministère des Travaux publics. La 30e session du conseil municipal de Nkola Famba s'est achevée hier sur une note positive. L'évaluation du compte administratif 2024 révèle un excédent budgétaire. Celui-ci sera réaffecté au budget 2025 à hauteur de 40% pour l'investissement et 60% pour le fonctionnement. Les travaux étaient présidés par le maire Jean-François Ondigish Owona. Le reportage d'André Owona et Antoine Okala. L'exécutif communal d'Nkola Famba s'est retrouvé pour 2 journées de travail intense à l'occasion de cette 30e session du conseil municipal concernant l'exercice de 2024, pour lequel les recettes sont fixées à 922 154 629 francs CFA et les dépenses à 838 455 344 francs CFA, des chiffres qui ont permis le bon fonctionnement. Sur un budget qui était pratiquement de 1 milliard 600 700 000, nous avons pu dépenser plus de la moitié. Plus de la moitié, pourquoi? Parce que les recettes qu'on attendait ne sont pas toujours arrivées.
Dans le cadre de l'exécution du budget 2024, 4 programmes ont été élaborés, entre autres l'offre en services sociaux de base, le développement économique et la protection de l'environnement, et le programme de citoyenneté, culture, sport et appui à la jeunesse. Cela a un pourcentage qui augure des lendemains meilleurs. Nous avons pu réaliser certaines choses dans le cadre du budget programme à 50%. D'autres projets à 52%, d'autres un peu plus 61%. Mais c'est pour dire que nous tenons la barre. Nous, l'exécutif communal, nous tenons la barre de la mairie de Nkola Famba. C'est difficile compte tenu du contexte, mais nous sommes engagés et allés loin. Dans le cadre de ces actions, l'exécutif communal reste aux côtés des populations avec qui ils parviennent à lutter contre le désordre urbain, que vous avez contesté, à lutter contre l'insalubrité, à lutter contre la pauvreté qui est l'organe majeur qui trouble nos populations aujourd'hui. Donc nous sommes à la tâche. Je crois que le conseil municipal qui a délibéré tout à l'heure nous a rendu grâce. Pour l'exercice 2024, il en ressort que les comptes de la commune d'Nkola Famba sont au beau fixe et présagent un futur radieux. Et puis en sport, une conférence de presse s'est tenue ce jour à Yaoundé, dans le cadre des playoffs 2025 de la MTN Elite 2, en présence des membres du comité d'organisation. À l'occasion, de nouvelles orientations ont été dévoilées à propos de la compétition, notamment en ce qui concerne la charte marketing, les infrastructures sportives disponibles. Le compte rendu de ces assises avec Élisée Yanda et Marie Duchel-Bela. Une conférence de presse organisée ce jour en présence de ces hommes et femmes pour présenter les contours des playoffs MTN Elite 2 2025. Une édition qui introduit un nouveau format. Pour présenter au public, cela participe aussi du rayonnement de nos playoffs. Donc il y a des interviews d'après-match qui sont obligatoires pour toutes les équipes, y compris celles qui se feront battre. Le tournoi se déroulera du 12 au 30 juin 2025 dans les villes de Yaoundé et Douala. Constitué essentiellement de 8 équipes pour 2 places à monter en Elite 1 la saison 2025-2026. Ces 8 équipes joueront 28 matchs au total. Nous avons 49 matchs pour les 2 différentes compétitions MTN Elite. Playoff Up Douala, Playoff Down à Yaoundé. L'enjeu est de taille et les organisateurs travaillent pour assurer un tournoi fluide et compétitif. Ces playoffs vont se jouer dans 2 sites. Donc pour parler du ticketing, pour aborder dans le ticketing, nous avons à Douala, et vous savez, il faut primer, il faut prôner aussi l'excellence. Cette journée, on aura au stade de Mbappé-Lépé à 13h30, Tonnerre Carrara Club contre Unisport du Honkam, et à 15h30, Avion Académie Bafmen. Au stade de Bonambo Sadi, ça ce sont les playoffs up. Les supporters et les clubs attendent avec impatience le coup d'envoi prévu dans moins de 24 heures. Madame, Monsieur, fin du 20h de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent et moi-même, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.